Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de MoneyOne.fr. On va parler d'inflation, c'est le sujet du moment, Christophe. Il est venu s'installer de manière durable ou pas, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, tous les investisseurs y pensent à ce sujet inflation aujourd'hui. Alors c'est vrai que là, s'il y a un investisseur qui n'y pense pas, ça me paraît effectivement assez compliqué. Effectivement, l'inflation est un sujet fort. Il n'y a pas que l'inflation quand on est investisseur qu'on doit regarder aujourd'hui. Si je fais un bref rappel de contexte, on a tendance à l'oublier, mais on sort d'une pandémie, d'une crise sanitaire relativement importante, forte, qui a eu un premier impact extrêmement fort sur les chaînes de production. Donc ça, c'est un premier élément. On commençait à voir un petit peu la lueur du jour, à espérer s'en sortir et à se dire qu'il y avait quand même des indicateurs qui étaient positifs. Il y avait des craintes autour d'une éventuelle invasion russe en Ukraine, mais des craintes, on va dire, relatives. Il s'avère qu'elles n'étaient pas relatives et que donc on a enchaîné cette crise et cette pandémie par une deuxième crise qui est géopolitique. Il y a la guerre en Europe, voilà, c'était quelque chose qui était quand même relativement inconcevable et qui à partir de là a généré un vrai point de basculement géopolitique, économique et financier. Donc ça, c'est incontestable. Et ça génère un premier impact de manière très significative, qui est la logique d'inflation, notamment puisque, alors il y a différentes typologies d'inflation, mais notamment puisque, évidemment, on est sur des pays qui sont fournisseurs d'énergie, et notamment en Europe, avec des positions très dominantes. Et puis on est aussi sur des choses qui vont commencer à toucher l'alimentaire, puisqu'on a aussi des gros producteurs céréaliers, Enco. Voilà, donc effectivement, incontestablement, il y a un impact inflationniste. Alors, il commence à y avoir des réactions qui ne sont pas sans influence sur les marchés. On a vu les US, on a vu le UK, ça commence significativement à augmenter les taux directeurs, à venir réagir à une inflation qui est considérée comme vraiment trop galopante et inabsorbable par les pays et par les individus qui composent ces pays, bien entendu. Et puis, on commence à voir les prémices d'une réflexion en Europe. Pas plus tard qu'hier, le patron de la Banque de France, en interaction avec la BCE, évoquait le fait qu'il voulait garantir un retour à une inflation autour de 2% en 2024. Ce sont les prémices très claires d'une augmentation des taux pour venir limiter l'inflation. Ça veut dire qu'il faut peut-être adapter son scénario, le scénario central, en tout cas du début d'année 2022, est en train d'être modifié pratiquement en temps réel en ce moment. Quasiment en temps réel, puisque la première réaction, on va dire, intrinsèque qui a eu lieu quand il y a eu le conflit, ça a été de se dire, on imaginait une potentielle évolution des taux directeurs après la pandémie, une sorte de quantitative easing, une obligation de financer l'économie, de la maintenir, etc. Et on commençait à se dire que l'embellie allait permettre une hausse des taux. Puis il y a eu ce conflit, qui se sont dit, il y aura mécaniquement un soutien de l'économie. La logique de quoi qu'il en coûte et de maintien de taux bas devient quasiment inévitable. Et puis il y a un impact inflationniste qui n'était absolument pas anticipé, et cette logique de je maintiens l'économie versus j'accepte une inflation arrive à son point de rupture, et on a l'obligation de venir réagir à cette pratique inflationniste. Donc oui, c'est du quasi temps réel, en tout cas entre le 1er janvier et aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable la différence de scénario qu'il y a pu avoir. Et là, on est quasi convaincu, c'est déjà le cas, je le disais, aux US, au UK, la BCE va augmenter ses taux directeurs. Tout porte à croire que ce sera de manière modéré et avec une certaine temporalité, on l'espère. Le pire des scénarios, ça serait effectivement une hausse très brutale et très rapide qui aurait d'autres influences très négatives sur l'économie. Donc c'est assez peu probable. Oui, parce que là, on est donc dans ce nouveau scénario de hausse de taux. On a cette inflation qui s'installe partout dans de nombreux secteurs. Et
une des conséquences possibles aussi, c'est de se dire, est-ce que ça ne va pas freiner l'économie si on a cette inflation qui n'est pas suivie par une hausse des salaires, par exemple. Donc on risque une stagflation. C'est aussi un mot qui a été sorti. La stagflation, tout à fait. Alors, c'est tout à fait possible. Là encore, c'est assez dur de prendre une position ferme et définitive en étant certain, mais effectivement, il peut y avoir un sujet de ce point de vue-là avec une évolution des salaires qui même si elle semble évidente et pas si évidente justement à mettre en place de manière effective. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est confronté à une autre réalité qui est une crise géopolitique majeure. On voit qu'en Europe, il y a quand même le sujet de divergence absolue. Il est je coupe ou pas le financement russe par l'acquisition des matières premières, et notamment évidemment énergétique, pétrole et gaz. Il y a une réalité basique, c'est qu'il y a des pays qui ne peuvent pas le faire. Tout simplement. Ils ne vont pas mettre par terre leur pays, leur économie, leur population, alors qu'ils sont totalement incapables de le faire. Donc cette dépendance, elle devient inacceptable pour la réalité géopolitique. Et je pense que ces pays-là, je ne vois pas comment ça peut être autrement, ils vont passer d'un quoi qu'il en coûte sanitaire à un quoi qu'il en coûte environnemental, pour la simple et bonne raison qu'ils vont devoir se rendre indépendants de cette énergie russe, fossile, et je vois assez mal qu'on puisse venir déployer de manière massive des usines à charbon ou autres. Mécaniquement, on va venir vers une logique de transition. Donc on va aussi coupler ça, il ne faut pas le mésestimer, c'est que la plupart du temps, les États dans ce genre de crise viennent réagir à des réalités purement économiques. Là, il y a une réalité géopolitique qui va être de premier ordre, je pense, dans les décisions étatiques et qui peuvent avoir un impact, bien évidemment, et sur l'inflation et sur les politiques de taux des banques centrales. Ça veut dire que la trajectoire pour le climat, cette transition énergétique, va coûter, elle aussi. Il va falloir aller peut-être plus vite, mais c'est une inflation qui était peut-être prévue dans plusieurs années, et là, il va falloir le faire rapidement. C'est exactement ça. Les États n'ont pas d'autre alternative que de financer extrêmement massivement et extrêmement rapidement. Cette réalité qui était déjà dans l'air du temps, puisque je ne vais pas refaire les rapports du GIEC, enfin bon, on nous met quand même des alertes rouges tous les 3 mois et c'est plus possible de nier. Il faisait 52 degrés au Pakistan il y a 8 jours. Enfin, voilà, on ne peut plus nier ce qui se passe d'un point de vue environnemental. Quand vous l'adossez à une dépendance géopolitique d'État vis-à-vis d'un ennemi, ça devient totalement inconcevable et ça va déclencher ce processus. Et oui, ça aura une pression inflationniste également. Alors, quand on s'intéresse justement aux actifs, on a vu des évolutions sur les marchés. Quand on parle de l'immobilier, dans ce nouveau contexte inflationniste, comment on doit analyser, et pour l'investisseur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Si on réfléchit dans une logique d'allocation, effectivement, et qu'on vient positionner une des briques qui est l'immobilier, nous, on est assez convaincus du bien fondé d'une allocation qu'on appelle cross-asset, donc qui va également sur les marchés financiers et sur l'immobilier. Mais l'immobilier, et si on parle d'immobilier européen, il s'avère qu'il y a des indexations vis-à-vis de l'inflation et il y a une capacité de résistance à une hausse des taux dès lors qu'elle est limitée et dans la durée. Aujourd'hui, les curseurs nous laissent à penser que ça devrait être le cas et que donc ça ne devrait pas être négatif, voire même positif pour la classe d'actifs immobiliers. La limite à ça, c'est que la réalité de l'inflation ne soit pas telle qu'elle faille qu'elle mette en défaut de paiement les locataires. Où là, évidemment, plus de locataires, plus de rendement. Donc c'est vraiment le point d'équilibre qui est important. À ce stade, on pense qu'il est tenable. Voilà, donc l'immobilier, dans nos prévisions, devrait résister à cette évolution inflationniste et des taux dès lors qu'elle est dans le scénario qu'on vient d'évoquer. Les marchés financiers, il y a une volatilité, ça n'aura échappé à personne. Est-ce qu'il y aura une sublime performance des marchés actions en 2022 ? C'est très très peu probable. On voit bien que ça corrige et puis que c'est très volatile. Enfin, la visibilité n'est pas évidente. Mais malgré une santé financière des entreprises qui reste très positive, donc on n'est pas dans une situation de crise à la 2008, c'est des choses un tout petit peu différentes, qui sont même très différentes. Et de la même logique que l'immobilier, ce qui est susceptible de bien résister, voire d'évoluer positivement dans les marchés financiers, ça va être les obligations à taux variable. Tout ce qui va être dans une évolution de taux variable, puisqu'il y aura probablement une influence sur les taux, comme on l'a évoqué préalablement. Donc voilà en substance, c'est les deux grandes masses qu'on imagine et comme on le dit souvent à nos clients, la logique c'est une bonne allocation, c'est une allocation diversifiée, donc en cross-asset, et puis le versement programmé, c'est également une bonne idée de rentrer dans différents points de scénario de marché. Merci Christophe. Merci beaucoup Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.
La SCPI est un investissement de diversification dont la durée de placement recommandée est de 10 ans. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital et de variabilité des revenus. Prenez-en connaissance. Rappelez-vous qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Alors ne vous basez pas que sur les revenus des SCPI pour honorer vos échéances de prêt.